test. Ok, bonjour. Je suis Théo, je suis étudiant ici à Polytech en dernière année. Et je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert sur les réseaux. Bon, moi en cours, j'ai pas fait beaucoup de réseaux, mais j'ai découvert ça. Je suis devenu fan de réseaux et je voulais vous partager mes découvertes. Donc ça s'appelle Rina. Je vais vous montrer ce que c'est et on va parler de réseaux, d'internet. Et j'espère que ça va vous plaire. Voilà ce qu'on va faire. En gros, on va s'amuser à refaire un petit internet. Petit gif de ASDF, ça fait plaisir. Petit disclaimer, je ne sais pas de quoi je parle. En gros, je ne suis pas un expert évidemment. Je continue à apprendre. Mais moi j'ai lu le bouquin et j'ai lu Wikipédia et j'espère que je pourrai vous apprendre deux trois trucs malgré tout. Euh, et j'espère aussi que vous allez vous amuser un peu. Et un autre disclaimer, j'ai fait ça à l'arrache, à la va-vite hier, toutes les diapos, parce que je remplace quelqu'un qui devait faire un talk aujourd'hui, et j'étais encore en train de faire mes recherches en fait pour le talk Sunnytech que je vais faire dans un mois. Donc ça va être différent, il y aura plus de choses au talk Sunnytech. On en reparle, mais j'espère que ça va vous plaire tout de même. Alors, il y a une page Wikipédia sur le machin. Euh, donc, si vous voulez en apprendre davantage, c'est possible sur le web. Il y a aussi un livre de John Day, qui est quelqu'un qui a bossé sur l'ARPANET, puis sur l'Internet, puis sur OSI, et puis maintenant qui est chercheur et qui voilà, a défini RINA dans son livre Patterns in Network Architecture. Donc, je le recommande vivement. Il est parfois compliqué à lire ce livre. Mais je le recommande. Je ne peux pas plus le recommander qu'un autre livre sur les réseaux. Non pas que j'en ai lu beaucoup, mais ça me plaît beaucoup. On va faire un internet, comme je disais. Non, mais c'est une slide qui va nous suivre. C'est notre slide pour notre internet. Je ne l'ai pas laissé. Comment on va l'appeler notre internet? La première chose qui m'est passée par l'esprit, c'est Intermiette. J'ai trouvé ça mignon, alors je l'ai gardé. Mais ouais, c'est vraiment la première chose, le premier nom qui m'est passé par l'esprit. Donc on va construire Intermiette. Et on va essayer de faire mieux que l'Internet. Vous allez voir que c'est possible de faire mieux que l'Internet. Et je vais vous expliquer pourquoi. En cours de réseau, on nous montre souvent ça et on dit que ça s'appelle le modèle OSI et qu'il faut surtout pas poser la question de c'est quoi 5 et 6 et que, que personne ne sait et que bon. Moi c'était un peu mon expérience des cours de réseau et j'étais vachement déçu parce que je suis une personne très curieuse et moi je vais vous dire ce que c'est parce que j'ai cherché. En gros, c'est des mécanismes applicatifs et ça n'a rien à faire en tant que couche, en tant que boîte noire dans le réseau. Donc, on va pas en parler de ces couches-là dans ce talk, mais on va supposer que c'est des mécanismes applicatifs. Donc, voilà, ça en fait déjà deux de moins, c'est pas mal. Si vous voulez avoir plus de détails, mon talk Sanitech dans un mois ou le livre. Et voilà, donc on va se rapatrier sur 5 couches et on va essayer de voir si on peut faire mieux pour notre intermiette. Vous vous êtes déjà peut-être posé la question, mais la couche 2 et la couche 4, elles se ressemblent pas mal en fait. Je ne sais pas si vous avez eu cette impression vous aussi, mais c'est des couches de transfert de données. Et par exemple, dans la couche data link, vous avez Ethernet. Quand vous branchez vos câbles Ethernet, après vos kernels, ils vont faire passer des paquets Ethernet. Et la couche 4, vous avez TCP. Mais les deux, ils servent à contrôler les erreurs, quoi. Si vous envoyez des paquets, que ce soit Ethernet ou TCP, ça va gérer les erreurs, éviter qu'il y en ait trop. TCP, il va s'assurer que c'est entièrement fiable. Et Ethernet, il va s'assurer que c'est assez fiable pour que vous n'ayez pas trop de paquets corrompus dans votre réseau. Donc en gros, pas faire trop de travail, juste assez pour que ce soit efficace de router. Mais ça se ressemble beaucoup, juste que la couche transport elle est end-to-end et la couche data link elle est locale. Mais si je vous dis j'ai deux machines qui sont reliées par un câble,
bah, c'est aussi end-to-end, c'est juste que les deux ends, elles sont collées, quoi. Donc, les deux se ressemblent beaucoup, et moi, je dirais, pour intermiette, on pourrait peut-être faire en sorte d'avoir deux fois la même chose, donc deux fois le même mécanisme, c'est-à-dire le contrôle d'erreur dans les paquets, et dire que c'est la même chose, mais qu'on peut configurer si on veut plus ou moins de contrôle d'erreur. Donc pour Ethernet, on voudrait contrôler moins d'erreurs, donc on puisse avoir des performances plus élevées, on fait moins de travail, mais que ça reste rapide, voilà, dans un réseau, et qu'après ce soit la couche au-dessus qui gère les erreurs. C'est-à-dire que si on faisait Ethernet super fiable, ça serait moins efficace quand on passe dans l'internet tout entier, on va à l'autre bout du monde, bah, votre paquet il se fait checker entièrement pour des erreurs dans la donnée à chaque fois, ça serait très peu efficace. Donc ça c'est le fait qu'on ait une couche data link qui check moins et une couche transport qui check plus, ça existe depuis les années 70. Donc on sait que c'est efficace. Et donc moi je dis, ben, pour intermiette, on va faire une seule couche configurable et on va configurer le niveau d'erreur. Ça semble possible, ça semble codable, quoi. Ça semble pas impossible en tout cas. Et on sait que quand on code, les choses pas impossibles, elles sont souvent possibles, même si c'est pas forcément très joli quand on le code. On sait que c'est possible, n'est-ce pas? Il y a aussi deux choses qui se ressemblent, c'est que ben il y a des adresses à la couche 2, si je vous parle d'adresse MAC, et d'adresse IP à la couche 3, bah, il y a des adresses, elles sont pas pareilles, mais peut-être que c'est configurable aussi. Et on voit il y a une différence, c'est que les adresses MAC, c'est des sortes d'UID, c'est des sortes d'ID unique, c'est une séquence plate d'adresses, alors que les adresses IP, ça ressemble, on peut faire des arbres avec. Et donc on va étudier ça un peu. Donc si je vous donne un espace d'adresse plat d'un réseau local, donc vous avez vos routeurs dedans, vous pouvez séquentiellement les numéroter. Bon là j'ai ma machine 1, ma machine 2, comme vous faites avec des adresses IP par exemple, dans votre réseau local, ben, c'est la partie haute qui est la partie host, qui est une sorte d'espace d'adressage plat où vos adresses IP sont numérotées séquentiellement. Donc c'est ça que je veux dire par réseau local, adressage plat, séquentiel. Et les adresses MAC, c'est un peu ça. Bon, c'est pas séquentiel, c'est pas croissant, mais c'est des ID, voilà, c'est pas hiérarchique, quoi. Alors que quand quand on est sur l'internet il ressemble plutôt à ça. Parce que c'est plus efficace d'avoir si l'internet c'était plein d'ID uniques, bah, si vous voulez aller d'un endroit A à un endroit B, il faudrait énumérer toutes les adresses jusqu'à trouver la bonne, alors que si vous utilisez des arbres, vous pouvez faire beaucoup moins d'opérations pour trouver l'endroit où vous voulez aller. Donc en gros, pour les réseaux locaux, on veut des adresses plates, parce qu'on n'a pas besoin d'arbres, et pour les gros réseaux, on ne veut pas les énumérer, donc on veut faire des hiérarchies. Et c'est pas exactement un arbre, parce que là vous avez un raccourci, un shortcut. Donc c'est un graphe qui a la forme d'un arbre, mais c'est pas un arbre. C'est à peu près un arbre, mais ça permet d'avoir du routage plus efficace. Je vais pas vous l'expliquer pourquoi, parce que j'ai pas tout compris, mais c'est dans l'internet et dans les gros réseaux publics et privés, c'est une véritable technique pour avoir plus de performance niveau routage. Donc on va mettre la couche 3 dans la couche 4 parce que si je vous dis TCP/IP, déjà historiquement avant 1978 c'était le même protocole, ils l'ont découpé pour faire UDP d'un côté. Mais si Ethernet il a les adresses MAC, pourquoi on pourrait pas mettre les adresses IP dans les adresses TCP, enfin dans le protocole TCP? On peut, et comme ça on se retrouve avec exactement la même chose en fait. Les couches 2 et 3 ça devient exactement les mêmes, sauf qu'elles sont configurables. On peut configurer la fiabilité
et les adresses. Bon, bah, c'est intéressant quand même, hein, Intermiette, c'est pas mal quoi. Et en gros, on pourra en mettre plus. Bah, si jamais vous êtes sur un réseau Wi-Fi ou radio, vous avez beaucoup plus d'interférences que si vous êtes sur des câbles. Et donc, vous pourriez configurer une couche pour votre réseau radio. Par-dessus, peut-être que par-dessus, c'est des machines câblées. Donc vous allez faire une couche qui va moins checker, qui aura besoin de moins de fiabilité. Peut-être qu'elle aura un espace d'adressage différent, d'être hiérarchique. Si vous en avez besoin au-dessus en plus d'une autre couche, eh ben, vous pouvez le faire avec Intermiette. Alors qu'avec l'Internet, vous êtes limité à 2 couches de transfert. La couche data link et la couche de transport. Et voilà, merci. J'ai fini. Ça c'était Intermiette. On a fini. Et ben c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est pas mal. Mais ça me demande plus de recherche pour vous faire un super talk pour la Sanitech. Et je vous tease ce dont on va parler si vous y allez. On va parler des connexions planifiées pour les satellites. On va parler de mobilité et de multi-homing. En fait, j'ai pas fini ces chapitres du livre, donc je vais pas essayer de vous en parler aujourd'hui, même si je vous ai parlé d'adresse un peu. On va parler de 6G parce que j'ai contacté un doctorant qui travaille sur les réseaux récursifs comme Intermiette. Vous avez plusieurs fois la même couche qui se répète, et il le fait pour la 6G. Donc, je pense que je vais vous préparer quelque chose là-dessus. Et puis, on va parler de TCP sans handshake. Pour les gens qui étaient là jeudi, vous m'avez entendu en parler, puisque je vous ai fait un petit talk là-dessus. Donc, je vais aussi en parler à la Sanitech. Et j'ai aussi des papiers avec moi, des papiers de recherche que vous pourrez venir voir, qui sont exactement sur le sujet, si vous voulez vous spoiler. Donc, tout ceci est des plus palpitants. Mais maintenant j'avais envie de passer à autre chose, puisque je vous le rappelle, j'ai fait toutes ces slides hier, donc je suis un peu en mode freestyle et je veux juste vous apprendre quelques petites choses et voir si vous pouvez être amusé un peu. Donc on va passer aux choses moins sérieuses, mais j'espère que vous allez quand même apprendre des choses, puisque j'ai fait pas mal de recherches sur les réseaux et j'ai trouvé des choses qui m'ont un peu que j'ai trouvé étranges. Donc ça c'était Intermiette, mais pour l'instant, pendant ce temps-là, pendant que moi je suis câblé, que lui il a tout le réseau qui gère la conf et que ça va sur Twitch et tout, l'Internet ça ressemble plutôt à ça. Et oui, parce que ça c'est ce qu'on vous apprend en cours, enfin c'est ce qu'on nous apprend en cours, mais ça a pas mal évolué en 50 ans. Ça a été fait dans les années 80, les modèles Internet, modèle OSI. Mais depuis les Cisco, les différents ISP, les IXP, etc., ils avaient besoin de plus de performance, ils avaient rencontré pas mal de problèmes, et ils adorent bricoler des solutions qui fonctionnent en prod. Et bah, comme on le sait, la prod, c'est... Bon, on va en parler, mais il y a pas mal de problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez MPLS, Multi-Protocol Label Switching. Donc souvent, on appelle ça la couche 2.5. Bah, c'est bizarre parce qu'en cours, on nous dit les couches réseau, c'est des boîtes noires. Tu as une couche 1, 2, 3, tu peux pas monter, descendre. Eh ben si, en tout cas, les gens qui ont des data centers, ils le font. Et on va parler un peu de tout ça. De toutes ces choses que j'ai découvertes en creusant ce que j'ai pu trouver. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça ressemble à ça? Eh ben parce que Internet, c'est la prod. Est-ce qu'il y a des gens qui font tourner les choses en prod dans la salle? Il y a quelques personnes. Eh ben, peut-être que vous savez que la prod, il faut que ça tourne, évidemment. Et c'est pas parce que ça tourne depuis longtemps que c'est la meilleure manière de faire. Donc si je vous dis le COBOL, ça existe depuis 1959, quelque chose comme ça. Donc ça a 50, 60 ans. Et ben ça tourne encore en prod.
Mais on sait, enfin j'espère que vous savez que c'est pas la meilleure manière de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des microservices, on a des conteneurs. Et ben qu'est-ce qu'ils font? Ils implémentent la conteneurisation pour COBOL. Donc aujourd'hui en COBOL vous pouvez faire des conteneurs. Tout comme dans l'internet aujourd'hui vous pouvez utiliser vos smartphones, vous pouvez utiliser des drones, des satellites, alors que ça n'existait pas, il n'y avait pas des milliards de smartphones mobiles dans le monde en 1970 quand ils ont inventé TCP. Et ben c'est la même raison, c'est du bricolage en fait. Donc encore un disclaimer, moi je vais me plaindre à partir de là. Bon j'ai déjà commencé mais faites attention, je vous le répète, je ne sais pas de quoi je parle mais j'adore me plaindre. Alors je vais peut-être dire des âneries mais j'espère que vous allez quand même apprendre des choses. On va partir à la chasse aux problèmes. Alors on va faire un petit bond dans le passé. Internet c'est la prod et dans les années 80, DNS remplace host.txt. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant il n'y avait pas DNS, mais les gens ils voulaient quand même utiliser des adresses humaines quoi. Donc en 69, ARPANET, l'ancêtre d'Internet, ça ressemblait à ça. Et 8 ans plus tard, ça grossit pas mal et puis c'est devenu exponentiel. Et les problèmes. Donc à l'époque, DNS c'était en fait une personne qui s'appelait John Postel et qui mettait à jour un fichier sur les machines des gens en leur disant, on leur envoyait des mails. À l'époque, mail c'était FTP, ils s'envoyaient des fichiers mail. Et les gens ils disent oui, à la bonne vieille époque, mail c'était 2 commandes FTP. Et donc il remplaçait ce fichier host.txt quand il y avait une machine qui arrivait, qui partait ou le nom changeait. Il fallait modifier ce fichier statique chez tout le monde. Donc ça scale pas, John Postel ça scale pas, manuel ça scale pas. Et donc DNS a été fait à la va-vite pour régler ce problème parce que dans les années 80 les Internet Service Providers commençaient à apparaître, à fournir des services. Il y a des gens qui commençaient, ça devenait commercial quoi. Et donc il fallait faire des solutions dans la prod quoi, sans que ça s'arrête de tourner. Pareil, la complexité du réseau a fait qu'on est passé de EGP à BGP. Vous savez peut-être pas ce que c'est des protocoles de routage inter-réseau. Donc dans les réseaux, vous faites du Dijkstra. Si vous savez ce que c'est pour trouver le plus court chemin. Mais entre les réseaux, on ne peut pas forcément faire du Dijkstra parce qu'il faudrait voir une carte fiable de tout l'Internet. Et donc tout simplement, on passe d'un routeur à l'autre en mettant à jour des tables de routage qui disent ah bah si tu veux aller vers telle adresse IP, dans ton arbre de sous-réseau, tu passes par ce voisin. Donc il n'y a pas d'algorithme derrière, c'est juste on va regarder une table de routage et on va trouver là où il faut passer et on va envoyer le paquet là-bas, le plus vite possible. Donc les tables de routage, les tailles des tables de routage ont explosé dans les années 80, ça a failli faire tomber l'internet, tomber la prod. Donc vite, il faut faire un nouveau protocole qui scale le mieux, donc BGP. Et puis dans les années 90, le web. Là, ça a vraiment explosé quoi. Donc il fallait. L'IETF s'est réuni. L'IETF c'est les gens qui font les standards de l'internet. Ils se sont réunis dans une salle et ils ont dit bon, on a plusieurs problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Leur problème c'était quoi? Les tailles des tables de routage avaient encore explosé, mais là à un point tel qu'il fallait faire des gros changements. C'est-à-dire que dans les tables de routage, vous avez donc une énumération d'adresses IP. Et ben ça serait bien de pouvoir les agréger. Et c'était pas possible avant les années 90 parce que, enfin c'était pas possible, c'était possible mais c'était moins efficace qu'aujourd'hui puisqu'il y avait des classes d'adresses IP, il y avait les adresses de classe A, de classe B, de classe C, de classe D et ça empêchait c'était suboptimal niveau agrégation. Donc si je vous dis ce paquet il veut aller dans l'adresse 190. quelque chose, ben aujourd'hui votre routeur il va vous dire moi dans ma table de routage j'ai une agrégation qui va de 170 à 200, donc 190 ça rentre entre 170 et 200, donc j'envoie là-bas.
À l'époque, c'était pas forcément possible. Donc l'IETF s'est réuni et ils ont dit on arrête les classes d'adresse IP et on va faire du classless interdomain routing. Ça veut juste dire on enlève les classes et c'est freestyle. Et si vous voulez une adresse de 110 point machin point truc, vous pouvez l'avoir. Il n'y a pas de classe. Et puis à un moment, il n'y a que 4 milliards d'IPv4 et c'est parti vite quoi. Si vous voulez, en 2020, la région Eurasie n'avait plus de nouvelles adresses IPv4, donc maintenant ils les recyclent. Ils recyclent celles qui rachètent ou quoi. Mais même à l'époque, on voyait bien qu'il y avait un problème. Et pour ça, ils ont inventé les NAT. Donc qu'est-ce que c'est un NAT ? C'est Network Address Translation. Donc c'est l'horreur. Les NAT, c'est un gros mot pour certains. En gros, si vous avez un sous-réseau, un routeur, il aura une adresse publique et une adresse et il aura plein d'adresses privées derrière. Comme votre routeur chez vous à la maison, il a une adresse publique sur l'internet, public mondial connecté, et derrière vous aurez les adresses de vos machines qui ne sont pas accessibles sur l'internet. Donc si quelqu'un veut vous partager un fichier, avant les années 90, il pouvait juste prendre votre adresse et envoyer le fichier, ouvrir une connexion FTP, et voilà, tout le monde est content, vous avez reçu votre fichier. Aujourd'hui, vous vous dites, je vais sur Dropbox ou Google Drive, il y a un serveur central et je ne peux pas juste lui envoyer le fichier parce qu'il y a des NAT. Parce que vous ne pouvez pas atteindre l'adresse IP du PC de votre collègue, parce que c'est une adresse privée qui est derrière un NAT. Pareil pour faire une visio. À l'école, on a fait un projet comme Discord, donc avec de la visio en temps réel, de la voix en temps réel. Et le problème étant que on était confronté au fait qu'il y a des NAT et que donc quand on fait de la voix, on va envoyer des paquets audio et vidéo directement à nos autres participants. Et c'était pas possible, il fallait leur IP, mais leur IP elle est derrière un routeur. Donc comment on fait ? On utilise des protocoles spécialisés. Donc ils rajoutent des protocoles pour fixer le bug qu'ils ont rajouté parce qu'il n'y avait pas assez d'IPv4. Donc c'est des protocoles qui s'appellent stun, turn, il y en a encore d'autres. Mais le N dedans ça veut dire NAT et c'est Session Traversal à travers les NAT. Tu te souviens des adresses IP qui sont derrière les NAT en fait. Donc c'est un peu du bricolage, mais ça tourne dans la prod. Et maintenant on peut avoir Google Drive, mais tu peux plus envoyer un fichier directement depuis ton PC, le glisser là, tu dois passer par un serveur central qui va se souvenir des adresses qui sont derrière les NAT. C'est un peu la galère, c'est même vraiment la galère, c'est d'une incroyable difficulté, mais vous allez me dire, ça c'est à cause de IPv4, et IPv6 alors, c'est tout neuf. C'est tout nouveau. Non, c'est pas tout neuf, c'est pas tout nouveau. Je suis allé sur RFC Index et j'ai fait CTRL F IPv6 et il y a 500 RFC à peu près. Autant vous dire que ça avance pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent tout réécrire. BGP à la base ça marchait avec IPv4. Mais les IPv6 c'est une autre bête et en gros ils doivent écrire plein de RFC. Et écrire une RFC, ça veut dire des années de travail, ça veut dire des années de conflit avec d'autres gens. Et autant dire que, c'est assez embêtant. Nous, on avait Intermiet qui était pas mal, quoi. Mais si vous voulez, l'Internet public, c'est pas Intermiet. Et je vais m'amuser encore à vous dire, à me plaindre encore plus devant vous de ce que j'ai trouvé. Il y a encore des problèmes. On a parlé des arbres tout à l'heure, là, des arbres d'adresse là pour Intermiet. Dans Internet, c'est pas exactement ce qu'on voudrait. Donc vous avez bel et bien des arbres, mais les adresses IP, elles sont assignées en séquence. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Vous voyez les numéros de téléphone, ils commencent par, en France, ils commencent par plus 33. Ça permet, si vous appelez à l'international, ça permet de trouver facilement le pays vers lequel vous voulez appeler. Ça fait sens. Si j'appelle un plus 5, ça va être en Amérique du Sud. Ça, c'est bien fait, quoi.
Mais les adresses IP, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que vous avez les tables de routage là dans les routeurs. Il n'y a pas de plus 33, y a pas ça. Il faut faire une recherche, énumérer toutes les adresses, toutes les agrégations d'adresses jusqu'à trouver la bonne. Donc ben, c'est la boulette quoi. Et puis il y a mieux encore, IP c'est cassé. Ouais. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ils ont découpé TCP et IP à la bonne vieille époque. C'était Cisco d'ailleurs qui était sous-traitant du projet ARPANET, qui a décidé de découper TCP et IP. On m'a dit que Windsurf était un des gars qui a fait TCP était très déçu de ça. Qu'est-ce que je veux dire par IP c'est cassé? C'est que IP, ça peut fragmenter des paquets. Donc si vous avez un réseau qui est trop lent, vous voulez couper vos paquets en petits bouts pour qu'ils puissent rentrer sur le réseau. Vous avez un câble un peu nul, vous voulez que ça passe dans le câble, et ben vous allez les couper en petits morceaux. Sauf que TCP il fait ça aussi. Donc il y a IP qui fait ça, il y a TCP qui fait ça. Et ben il se trouve que le fait qu'il puisse y avoir de la double fragmentation, il se trouve que ça détruit les performances et que les Internet Service Providers ils le savent depuis très bien longtemps, et que donc ils ne font pas de fragmentation IP. Mais la RFC dit de le faire et les gens ne le font pas, donc c'est un peu cassé. Cette RFC elle a été publiée en 2020 et IP ça date de 1978. Donc il a fallu une bonne trentaine d'années, une bonne quarantaine d'années pour que ils publient enfin une RFC qui dit ben faut pas le faire. Ce que personne ne faisait déjà quoi. Donc c'est un peu la galère ces RFC, et ben on est toujours avec ça quoi aujourd'hui. On se retrouve toujours avec pas Intermiette, alors qu'Intermiette c'est joli à côté quoi. Donc c'est un peu ça tombe un peu en morceaux. On continue à bricoler comme COBOL continue de tourner et on va revenir sur notre question initiale. Pourquoi c'est comme ça? Je vous ai dit c'est parce que c'est la prod. Ouais. C'est la prod, c'est ça. C'est que depuis 50 ans, c'est un complot en fait. Ils font des RFC, ça prend des années, ça marche. Après, ils font du bricolage, ils inventent les NAT. On dirait un complot. Ouais, c'est parce que c'est la prod, quoi. J'ai pas d'autre réponse à vous donner. C'est une sorte d'effet humain. Il faut faire tourner, faut que ça tourne, quoi. Vous dites peut-être, mais je m'en fous, moi, ça tourne, quoi, ça marche. Mais on va pas dans le bon sens, on va pas dans la bonne direction. J'adore donner l'exemple des nattes, mais c'est vraiment dommage ce que ça a fait comme type de bricolage. Heureusement, pour nous, il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est pas terrible ce qui se passe, la direction dans laquelle ça va, et qui a fait de la recherche et qui a inventé cette petite chose, Rina. Et ça, c'est moi quand je vois Rina, j'accours et je me délecte. Tout simplement, c'est John Day, je vous en ai parlé, c'est le gars qui était dans ARPANET, qui était dans OSI, il est super vieux le gars, et il sait pas mal de choses, il a pas mal de contexte en fait, et il a fini par tout rassembler dans un bouquin qui explique tout ce qui va pas et comment on fait un modèle plus général de ça. Donc comment on fait Intermiette, mais pour tout l'internet en fait, Intermiette avec BGP, avec le management d'adresse IP, avec des IP sécurisés, avec des transferts sécurisés, avec des IP privés, parce qu'on ne veut pas que tout soit public non plus. Et même mieux, donc ce bouquin il date de 2008, mais même mieux, ça a été implémenté dans des projets européens qui sont finis. Donc les derniers commits ils ont 2 ans, mais voilà, c'est possible, ça a été fait. Donc je vous invite vraiment à lire cette chose. Je le sors, il est là en physique.
Vous avez le droit d'être étonné, mais vous ne l'êtes pas, parce qu'en fait, je ne vous ai pas dit qu'il n'est plus en impression, ce bouquin. Donc c'est collector. Mais vous pouvez quand même le trouver pour 40 balles sur des sites de revente. Et j'ai la permission de l'auteur de vous passer le PDF, si vous le voulez. Parce qu'il n'a pas été facile à trouver. Mais voilà, donc vous allez me dire, bah, c'est ambitieux quand même, comme truc. Oui, c'est ambitieux. Et vous n'en avez pas entendu parler avant, je suppose. Vous n'avez pas creusé le sujet. C'est très dommage, et c'est parce que l'auteur, il m'a dit que il a un peu pas envie qu'il y ait trop d'ingénieurs sur le coup. Parce que trop d'ingénieurs, ça a fait l'IETF. Bon, moi, je suis pas entièrement d'accord. Après, j'ai pas son expérience, mais quand on fait de la recherche, c'est pas mal de la partager quand même. Mais bon, en attendant, on enseigne de moins en moins de choses, et il y a de plus en plus de problèmes. Et on se retrouve dans cette situation où on nous montre toujours le modèle OSI qui a 40 ans, on nous explique pas ce qui se passe, on nous montre pas qu'il y a d'autres choses, qu'il y a MPLS, BGP, QNQ, des tonnes d'acronymes qui prendraient des mois à expliquer. Il y a 10 000 RFC presque, il y a des choses à dire. Mais on nous cache la vérité. Et vous vous sentez peut-être, s'il y a des enseignants dans la salle, que j'essaie de vous dire quelque chose. J'essaie peut-être de vous dire, de vous enseigner d'autres choses. Mais voilà, je pense que tout le monde a un petit effort à faire pour qu'on aille dans la bonne direction. Plutôt qu'on se retrouve à continuer à bricoler la prod, à continuer à faire du COBOL. Moi, en tout cas, j'aimerais bien qu'on commence à faire naviguer le bateau dans une autre direction. Et cette fois-ci, c'est fini pour de bon, pour de vrai. J'ai véritablement fini. C'est à quelle heure? C'est à 15h la fin? Un petit peu d'avance, ouais, mais ça peut faire du temps pour les questions. Moi, j'ai encore des choses à dire, hein. Ah bah, si tu veux. Moi, je comptais te dire à 10 minutes à partir de 50. Mais soit. Mais moi, j'ai encore des slides, en fait, parce que j'ai donné un talk jeudi sur TCP sans handshake. Donc, si vous avez des questions maintenant, posez-les. Et après, je pourrais peut-être vous parler de TCP sans les handshakes. Et si jamais vous voulez donner des feedbacks sur un talk que j'ai préparé en une demi-journée, vous pouvez. Si vous voulez. Ouais, je l'ai fait hier soir, basiquement, ce talk, puisque je remplace quelqu'un. Mais voilà, avez-vous des questions? Les plus étranges et les plus exotiques. Merci beaucoup pour la présentation. Du coup, tu as parlé d'Internet sans handshake, là, juste en vite fait, c'est ça? TCP sans handshake. TCP sans handshake, mais c'est impossible. Comment on fait? Ah, c'est impossible. Attends, je vais te dire ce qu'on nous enseigne à l'école. Dis-moi. Alors. Ça, c'est à cause d'Internet aussi? Ouais, exactement. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste mon talent impressionnant. Ça vient. Je vais te montrer mon cours. Le cours qu'on m'a fait. C'est pas ça. Voilà, c'est ça. Alors, on m'avait donné un cours. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Je ne vous ai rien montré encore. Ah, c'est violet. C'est violet. Voilà, c'est pas mal ça. Alors, comment on zoome? Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Alors, vous voyez toujours rien. Voilà. Ça, c'est ce qu'on m'a enseigné. Vous voyez, ça, c'est la slide de cours. Il y a une handshake d'ouverture TCP, une handshake de fermeture, donc ouverture en haut, fermeture en bas, avec les hacks, sin, hack. Et le cours, il dit que c'est comme ça que ça marche. Il dit pas pourquoi, mais il dit que c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est ça qu'on enseigne aujourd'hui, mais toi tu te dis mais c'est impossible de le faire sans handshake. Oui. Mais moi je te dis que c'est possible parce que j'ai dans ma poche les papiers de recherche
qui montrent que c'est possible. Je les ai d'ailleurs plus que dans ma poche, je les ai sur l'Internet mondial connecté. Oh, j'ai une larve de coccinelle sur mon PC, c'est impressionnant. J'essaie d'éviter la larve de coccinelle. Garde du temps pour les autres questions, hein, si jamais. Peut-être que. Oui, alors. Vous en faites pas, j'ai l'autorisation de l'auteur. Voilà, ça c'est pas mal. En fait, c'est possible de le faire avec uniquement des 3 timers. L'utilité de TCP, la raison pour laquelle il y a des handshakes dans TCP, c'est parce que vous voulez éviter des vieux paquets qui datent d'une connexion qui est terminée, qui viennent et qui ouvrent une nouvelle connexion. C'est la raison pour laquelle les handshakes existent, c'est de dire tous les paquets des connexions précédentes sont irrelevant. Ils vont pas rouvrir de nouvelles connexions, ils vont pas causer de problèmes de sécurité. Mais ça, vous pouvez le faire en attendant que tous les paquets soient morts aussi. Si vous limitez la vie des paquets. Si tu limites la vie de tes paquets, tu dis dans le réseau, les paquets, ils vont pas vivre plus de MPL secondes, maximum packet lifetime. Donc tes paquets ils sont limités dans le temps. C'est aussi un timer qui existe dans TCP d'ailleurs. Et ben après tant de millisecondes, ça dépend de la vitesse de ton réseau. Après tant de millisecondes, tous les paquets, je sais qu'ils n'existent plus dans le réseau et je peux rouvrir une nouvelle connexion sans que j'ai des problèmes d'interférence avec des anciens paquets. Donc au lieu d'utiliser des handshakes, on peut utiliser des timers. Pose ta question. Mais du coup, tu as quand même des mécanismes qui peuvent drop des paquets sur le réseau. Et faut s'assurer que. Tu veux quand même t'assurer qu'un paquet est bien arrivé. Oui. Comment tu t'assures qu'un paquet est bien arrivé si t'as pas de hack ou de seed? Tu as des hacks et tu as un autre timer. T'as quand même un hack. Un timer de retransmission, c'est le temps pendant que tu vas, c'est le temps que tu vas passer à retransmettre avant d'avoir reçu un hack. Donc, en tant que sender, tu vas continuer à envoyer des paquets jusqu'à ce que soit ton timer se soit écoulé ou que tu aies reçu un hack. Bon, je vous invite à lire les papiers parce que j'ai toujours pas trouvé de bonne manière d'expliquer la chose, mais je vais y arriver. Donc vas-y Tristan, pose ta question, tu sembles en avoir une. Ah mais ça c'est pas par rapport à Delta TCP du coup. Ça a par rapport, mais tu sais, quand on nous présente TCP et UDP, on nous dit toujours TCP IP et UDP IP, comme si c'était une seule et même couche, alors que IP c'est pour le routage et TCP c'est plutôt pour la qualité de service. Comment ça se fait qu'ils ont regroupé en fait ces deux protocoles entre guillemets en un? Tu veux dire avant 1978, le fait que c'était le même protocole? Exactement. IP, il contient une adresse. TCP, il contient pas d'adresse. Ethernet, il contient une adresse. Et il fait la même chose que TCP. Donc, ce qui se passe, c'est que si tu as TCP qui contient l'adresse, tu veux faire du routage. Donc, tu veux pas que tes routeurs ils lisent la partie TCP, tu veux qu'ils lisent juste l'adresse. Juste qu'ils sachent où envoyer. Tiens, je vais vous mettre des slides sympathiques. Tac. Tac. Ah bah c'est parfait, ça l'a fait tout seul. Là, tu as 2 PC qui sont connectés directement. Et là, ils sont pas connectés directement. Si, imaginons que TCP, il contient l'adresse IP. Imaginons. Donc ces deux-là, d'un bout à l'autre, ils vont réaliser le check TCP. Donc ils vont faire la vérification, ils vont lire j'ai tant d'erreurs, il faut que je les corrige. Mais les routeurs là, ils vont pas vérifier tes paquets, ils vont juste lire l'adresse. Donc ils vont pas faire ils vont pas faire la totalité du travail quoi. Et c'est ça en fait, si tu envoies un paquet IP, ils vont juste lire l'adresse, et si tu envoies un paquet TCP qui contient IP, ils vont juste lire l'adresse, et parce qu'ils ont besoin que de ça pour savoir où l'envoyer. Et c'est ça.
D'autres questions dans la questions? salle? Parfait. Synchronisation. D'autres questions exotiques? Sinon, je peux vous parler plus en détail du delta T, puisqu'il y en a qui ont envie. Ça, c'est les qualités qu'on veut pour un mécanisme de transfert fiable. Donc TCP, c'est un mécanisme de transfert entièrement fiable. Ethernet, c'est pas entièrement fiable, comme on en a parlé. Fiable, ça veut dire qu'on veut éviter ces choses-là. Les erreurs, c'est les interférences. Les paquets, ils deviennent trop corrompus, on ne peut pas corriger les erreurs. Les pertes, si vous avez des paquets trop corrompus, vous les jetez à la poubelle. Ou encore, si votre buffer mémoire il est plein, vous arrêtez de recevoir les paquets, vous les perdez. Le désordre, c'est que vos paquets, ils n'arrivent pas tous dans l'ordre dans lequel vous les avez envoyés. Et les duplicats, c'est quand vous faites des retransmissions. Il faut, jusqu'à ce que vous recevez un ACK, vous ne savez pas si le paquet a été reçu, donc il faut continuer à l'envoyer. Delta T et TCP, donc Delta T c'est pas de handshake, TCP il y a des handshakes. La seule différence elle est sur la gestion des duplicats. C'est-à-dire que la gestion des erreurs c'est des checksums, c'est la gestion du désordre c'est des numéros de séquence. Et la gestion des pertes, c'est les retransmissions. Mais la gestion des duplicats, elle est différente parce que les handshakes, ça sert qu'à ça. Alors, si vous envoyez moins de paquets, vous avez une plus petite surface d'attaque. C'est pour ça que c'est pas mal de ne pas avoir de handshake. C'est que vous n'avez pas de SYN flooding, d'attaque de SYN flooding par exemple. C'est une attaque pendant les handshakes TCP où vous envoyez plein de paquets SYN pour lancer une nouvelle connexion. Ça ne veut pas dire que c'est impossible dans Delta T, mais ça veut dire que c'est moins possible de le faire. Maintenant je vais vous montrer, si ça vous intéresse, la différence de gestion des duplicats entre TCP et Delta T plus en détail. Donc ça c'est le handshake d'ouverture d'une connexion TCP et ça c'est le handshake d'ouverture d'une connexion Delta T. En fait tu envoies juste le paquet et tu attends le hack. Et si tu reçois pas le hack, tu continues à l'envoyer. Ça fait sens, hein. On se dit, en fait, on réfléchit pas naturellement vers le handshake, on réfléchit plutôt naturellement vers l'envoi d'un paquet, j'attends un certain temps, j'ai rien reçu, bon ça veut dire qu'il a peut-être rien reçu puisque j'ai pas reçu de hack, donc je continue à envoyer. Ça c'est une handshake de fin de TCP, et ça c'est la fin d'une connexion Delta T. Donc j'attends juste de recevoir le dernier hack. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça sans handshake en fait? TCP, bon, vous avez aussi des timers parce que ça reste un mécanisme nécessaire. Il faut quand même que vos paquets ils soient pas infinis, ils vivent pas infiniment dans le temps dans le réseau. Mais pour Delta T, vous avez besoin que de 3 timers et ça vous fait tout le travail. Ça vous fait le travail des handshakes. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. MPL, Maximum Packet Lifetime, donc c'est la vie d'un paquet dans le réseau. UAT, c'est Maximum Unacknowledgement Time. Donc c'est le temps que vous pouvez passer à collecter les paquets avant d'envoyer un hack. Et G, c'est le Give Up Timer. Donc c'est le temps que vous passez à retransmettre les paquets jusqu'à ce que vous abandonniez. Et quand je vais vous rajouter des informations, le receiver et le sender, ils n'ont pas le même timer. Pourquoi? Parce que si je reviens en arrière, quand je finis une connexion Delta T, donc je vais envoyer le dernier paquet, je veux être sûr qu'il a été reçu. Le receiver il a son timer qui tourne, qui se reset à chaque paquet reçu, et le sender il a son timer qui tourne, qui se reset à chaque paquet envoyé, ou à chaque hack, à chaque paquet envoyé. Et donc le sender il doit attendre un delta T de plus, il doit attendre plus longtemps pour attendre le temps que le dernier hack soit retransmis, donc G, le temps que le dernier hack soit passé dans le réseau, donc MPL, et le temps que voilà il soit envoyé, donc UAT. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas le même timer. Mais si vous avez des administrateurs réseau qui
Voilà, c'est le job des administrateurs réseau de définir ces timers pour qu'ils soient aux petits oignons pour le réseau que vous avez. Si vous avez un réseau de data center, il sera plus rapide, donc vous aurez des timers plus petits de quelques millisecondes. Et si vous avez un réseau moins fiable, ce sera plus long. Mais ça vous permet d'éviter d'avoir des duplicats, qu'un paquet qui date d'une connexion qui vient d'être fermée, vous êtes sûr que là, vous n'avez plus de paquet qui va être reçu. Parce que vous avez défini vos timers et que vous êtes sûr que tous vos paquets ont expiré ou ont été reçus. Et donc vous pouvez ouvrir une nouvelle connexion sans problème, sans avoir besoin de faire des handshakes. Donc voilà, c'est la petite leçon de ces deuxièmes slides, c'est qu'un transfert fiable, ça ne veut pas dire des handshakes, même plutôt à l'inverse, le mécanisme minimal pour un transfert fiable, c'est les timers, parce que TCP aussi, il a besoin de timers, et TCP, il a même des timers qui peuvent durer jusqu'à 2 heures. Donc un timeout TCP, c'est 2 heures la plupart du temps, sauf si vous êtes sur HTTP. Quand vous êtes sur le web, HTTP il a un timer plus court, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas de timeout de 2 heures, c'est parce que HTTP il a un timer de 30 secondes. Et juste une petite question pour vous, est-ce que vous savez quand est-ce que ça a été fait, Delta T? Donc est-ce que vous êtes plutôt team cœur? Quelques personnes team cœur. Est-ce que vous êtes team étoile? Ouais, pas beaucoup de gens. Team astre, soleil. Ouais. Et ben allez, je la refais. J'ai fait la même jeudi, mais vous avez tous tort. Allez, je la refais. Ouais, en fait, c'est les deux, c'est cœur et astre. Parce que oui, ok, il y a des gens qui ont dit cœur et astre, d'accord, très bien, vous avez pas tort. Parce que ça a été fait, bon, à peu près en même temps que TCP. En fait, avant TCP, il y avait d'autres choses, mais il y avait le host-to-host protocol. Donc voilà, c'est pas nouveau et ça a été redécouvert par les gens qui font RINA. Ah, je reparle de RINA, je reparle du bouquin. S'il vous plaît, enseignez-le à vos élèves si vous en avez. Et si vous voulez, j'ai les papiers juste là. Donc c'est vraiment des papiers des années 70-80. Timer-based mechanisms in reliable transport protocol connection management. C'est stylé quand même. Si vous voulez jeter un coup d'œil, ils sont là. Et j'ai terminé. J'espère que j'ai pas été trop chiant. J'ai fait tout ça à l'arrache, je suis désolé. Voilà. Est-ce que vous avez passé un agréable moment entre mes gifs de Kaamelott et de Louis de Funès? Oui. Eh ben, je suis content. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Au moins une chose. Alors, je suis très content. Voilà, merci beaucoup. Des questions peut-être en plus? Ah, 2 questions. Ah oui, j'ai pas expliqué. C'est Data Run Flag. Ça veut juste dire que tu démarres une nouvelle connexion. Il y en a un qui correspond au MPL, Maximum Packet Lifetime. Il y en a un qui correspond au Give Up. Et les autres, je sais plus. Alors moi j'avais une question entre TCP et Delta T. Si Delta T c'est basé pas mal sur des timers qui sont finalement fixes en fait, avec peut-être des valeurs un peu arbitraires, est-ce que c'est pas moins performant que TCP? Alors autant que je sache, les timers TCP, ils sont soit statiques, soit alors là je suis pas sûr, mais découverts dynamiquement, parce qu'on peut découvrir la taille maximum des paquets dans le réseau, donc peut-être qu'on peut découvrir les timers dans le réseau. C'est probablement parce que je me suis basé sur des papiers qui ont 45 ans. Mais je suppose que ce n'est pas impossible de définir dynamiquement les timers, de faire de la découverte de timers en regardant les timers minimaux qu'on peut avoir, donc la limite minimale, maximale, dynamiquement, en envoyant des paquets dans le réseau. Ça me semble tout à fait possible. Je dois faire plus de recherches sur les travaux qui ont été faits sur RINA, niveau delta T, mais voilà, ça me semble possible.
Malheureusement, j'ai pas de réponse définitive, désolé. Ok, merci. D'autres questions peut-être? On est bon. Très bien, merci Théo. Je pense qu'on peut encore l'applaudir. Et